Le jour du mariage de ma petite fille, je lui ai tendu une enveloppe contenant un cadeau, priant pour qu'elle me regarde avec gratitude, comme lorsqu'elle était petite. Mais au lieu d'un sourire, elle a levé son verre et, d'une voix qui a coupé court au bavardage de la scintillante salle de bal de San Diego, a dit « J'ai toujours rêvé d'avoir un autre père ». Elle a serré son nouveau beau-père dans ses bras, et j'ai quitté la salle en silence, le cœur serré. Elle ne se doutait pas que l'enveloppe qu'elle tenait allait changer le cours de la journée. La veille, j'avais visité son appartement de Pacific Heights, espérant un peu de chaleur. L'endroit semblait tout droit sorti d'un magazine d'architecture, élégant, froid et luxueux, avec des baies vitrées donnant sur la baie et un mobilier si blanc et impeccable que j'avais peur de m'asseoir. Je serrais ma casquette usée dans mes mains, me sentant comme une relique égarée au milieu de ses plans de travail en marbre et de ses lampes chromées. Abby, ma chérie, commençai-je, mais elle était trop occupée à feuilleter une pile de brochures de mariage étalées sur sa table basse. Regarde ça, grand-père, dit-elle en pointant son doigt manucuré à la française vers la photo d'un somptueux domaine viticole près de la Napa Valley. Tous mes amis se marient dans des endroits comme celui-ci. Elle ne leva pas les yeux une seule fois. J'avais ciré mes vieilles bottes pour cette visite, répété ce que j'allais dire pendant le trajet, répété comment j'allais aider. Mon chèque de sécurité sociale couvrait à peine le loyer et les courses ces temps-ci, mais j'avais réussi à économiser 10 000 $ en 40 ans de carrière comme mécanicien poids lourd. Peut-être, me disais-je, pourrais-je aider à dresser les tables, donner un coup de main, offrir ce que je pouvais. Mais 45 000 $ pour des fleurs et des robes de soirée? J'avais l'estomac noué. J'ai essayé de la raisonner, la voix tremblante, « Abby, je peux te donner tout ce que j'ai. 10 000, c'est tout ce que j'ai. Peut-être que si je fais un petit prêt. » Son enthousiasme s'évanouit. Ses yeux bleus se durcirent. 10 000? C'est tout? Elle se leva. D'autres pères contractent des prêts, vendent leurs camions, hypothèquent leur maison. Que es-tu prêt à faire pour ta petite fille? Je me souviens de l'avoir élevée après le décès de ma femme, Nancy. Double journée au magasin pour qu'Abby puisse avoir ce que les autres filles avaient, sortie scolaire, chaussures neuves, cours de piano. J'ai essayé, Dieu sait que j'ai essayé. Mais son expression. Abby, je pourrais essayer d'obtenir un prêt. Mais 45 000 $? J'ai fait signe à l'appartement design. Tu t'en sors bien aussi. On pourrait peut-être faire quelque chose de pas cher, s'exclama-t-elle en jetant un magazine si violemment qu'il en éparpilla d'autres. Sais-tu combien le père de David paie pour le mariage de son fils? 65 000 $. C'est normal pour des gens comme eux. David, son fiancé. Son père tenait une chaîne d'hôtels sur la côte. Grand-père, j'ai 29 ans, continua Abby. C'est ma seule chance d'avoir le mariage que je mérite. Les pères de mes amis remueront ciel et terre pour eux. Tu n'es qu'un. Elle ne termina pas sa phrase, mais le mot « échec » resta en suspens entre nous. Elle se dirigea vers la porte. Vas-y, grand-père. Je ne peux pas te regarder maintenant. Je suis sorti, clignant des yeux sous le soleil californien. L'allée de son immeuble était pleine de Tesla et de Range Rover rutilants. J'ai retrouvé mon vieux pick-up Chevrolet, la peinture bleue délavée, le moteur tic-tac en refroidissant. Ma maison paraissait encore plus petite en m'engageant dans l'allée, la peinture s'écaillait, la pelouse était brune à cause d'une nouvelle sécheresse, les carillons éoliens ondulaient au vent. À l'intérieur, le silence m'écrasait. Le vieux fauteuil de lecture de Nancy était posé, intact, près de la fenêtre. Elle avait toujours cru qu'Abby méritait tout, l'université, une belle carrière, la vie idéale. Nos photos de famille sur la cheminée et la remise de diplôme d'Abby, son premier récital de piano ressemblait soudain à des instantanés de la vie de quelqu'un d'autre. J'ai interrogé Nancy, ai-je failli à sa tâche? 40 ans de travail, et c'est tout ce que je peux donner? Les factures s'accumulaient sur la table de la cuisine, se moquant de moi. J'aurais réglé mon prêt immobilier en 15 mois. Mon salaire de retraite suffisait à peine à couvrir les charges, mais peut-être, pourrais-je faire plus pour Abby. Ce soir-là, j'ai appelé la ligne 24H24 de l'Union Savings Bank. Oui, ai-je dit à la femme au téléphone, j'aimerais demander un prêt. 45 000 $, s'il vous plaît. Mes mains tremblaient tandis que je détaillais mes coordonnées, écoutant le cliquetis des touches,
leçon de mon propre espoir. Monsieur Parker, dit-elle, nous pouvons prendre rendez-vous demain matin. Veuillez apporter vos documents. Nancy disait toujours, parfois, aimer, c'est faire des choses qui font peur. Alors, ce soir-là, j'ai pris ma décision. Je prendrai un risque pour Abby. Je trouverai le moyen d'être le grand-père qu'elle désirait, même si cela impliquait de tout abandonner. Le matin s'est levé tôt. Je n'avais pas fermé l'œil, l'esprit bourdonnant de chiffres et de soucis. J'ai repassé ma seule chemise en bon état et traversé la ville jusqu'à l'agence de l'Union Savings Bank sur Broadway. Le bâtiment était de verre et d'acier, froid et impersonnel. De jeunes professionnels se sont précipités dans les bureaux, vêtus de costumes impeccables, du genre que je n'avais jamais porté. Je serrai mon dossier en papier craft au relevé de retraite, facture de service public, une fiche de paie en lambeaux de mon dernier emploi chez Jenson & Soto. La chargée de crédit, Madame Rebecca Williams, ne paraissait pas beaucoup plus âgée qu'Abby. Elle avait le même franc-parler, saisissant mes informations dans son ordinateur sans même lever les yeux. Alors, Monsieur Parker, commença-t-elle, vous cherchez 45 000 $. C'est une somme importante, surtout pour quelqu'un qui a un revenu fixe. C'est pour le mariage de ma petite fille, dis-je d'une voix rauque. Elle mérite quelque chose de spécial. Je veux l'aider. Rebecca pinça les lèvres, ses doigts dansant sur le clavier. Avec votre retraite et votre sécurité sociale, le maximum que nous pouvons vous offrir est de 30 000 $. Le taux d'intérêt est de 17,9%. Êtes-vous sûr de vouloir faire cela? Les chiffres me donnaient le vertige. Les mensualités atteindraient près de 700 $, soit la moitié de mes revenus. J'ai hésité, puis j'ai hoché la tête. Elle en vaut la peine. Les formalités administratives m'ont pris 1 heure. Des pages et des pages de formulaires, des avertissements sur les risques, les frais de retard, les pénalités en cas de retard. Rebecca m'a tout expliqué avec une patience méticuleuse, mais son ton trahissait qu'elle avait déjà vu des vieillards comme moi prendre de mauvaises décisions. Finalement, elle a glissé un chèque de banque sur le bureau. Je suis sorti de la banque plus léger dans mon portefeuille, mais le cœur lourd. 30 000 $ de la banque, plus mes 10 000 d'économie aux 40 000 $, pas tout à fait ce qu'Abby avait souhaité, mais tout ce que je pouvais donner. Je suis rentré chez moi, le chèque brûlant dans ma veste, priant pour qu'il suffise à me mériter une place aux côtés de ma petite fille. Quand j'arrivai à l'appartement d'Abby, le jour se fondait dans une pénombre orangée. Elle ouvrit la porte en pantalon de yoga et sweat à capuche Stanford décontractée, mais chaque pièce devait coûter plus cher qu'1 mois de course. « Grand-père » demanda-t-elle, surprise. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Je lui ai tendu l'enveloppe. « J'ai obtenu un prêt. Voici 40 000 $ pour ton mariage, Abby. » Ses yeux s'écarquillèrent un instant. Mais au lieu d'exprimer sa gratitude, elle pinça les lèvres. « Oh, grand-père, franchement, c'est trop tard. Le père de David cache tout. Il veut que le mariage soit une déclaration. » Je restai là, la main tendue, me sentant plus petite que jamais. J'ai contracté un prêt à taux élevés, Abby. Tu as dit que tu avais besoin d'aide. Elle l'écarta d'un geste de la main, retournant déjà à son ordinateur. Ne t'inquiète pas, rends-moi juste l'argent. J'apprécie l'attention, mais la famille de David s'en occupe. Tu n'as pas à jouer les héros. Les mots me piquaient plus que je ne voulais le laisser paraître. Je marmonnai quelque chose, remis l'enveloppe dans ma poche et sortis en traînant les pieds. Au bout du couloir, un jeune couple passa, riant de leur projet de mariage et de lune de miel, leur joie contrastant fortement avec le vide qui m'envahissait. En rentrant chez moi, les lumières de la ville se brouillaient à travers le pare-brise. 40 ans de paternité, et tout ce que j'avais en retour, c'était un chèque annulé et une petite fille qui pensait que l'argent comptait plus que l'amour. De retour à la maison, j'ai préparé une tasse du thé préféré de Nancy, camomille et citron, et je me suis assis dans son vieux fauteuil près de la fenêtre. Des photos d'Abby ornaient le manteau de la cheminée, ses premiers pas, sa remise de diplôme, nous pêchions tous les deux au lac Arrowhead. Quand l'appréciation s'était-elle transformée en attente? Quand l'amour était-il devenu une transaction? J'ai scruté le faire-part de mariage, élégant, cartonné épais, lettres dorées annonçant une cérémonie à l'église Saint-François, un samedi midi.
Mais un post-it d'Abby disait « Grand-père, vérifie l'heure. Il pourrait y avoir un changement. » Le lendemain matin, mon téléphone a sonné. Abby, vive et professionnelle, parlait de plans de table, de rendez-vous avec les fournisseurs, d'un essayage de robe auquel j'étais, bienvenu mais essayé de ne pas me mettre dans l'embarras. J'ai accepté, comme toujours, en ravalant ma fierté. Au salon de la mariée, je me suis tenu contre le mur pendant qu'Abby et ses amis débattaient des vertus de la soie et de la dentelle, rigolant devant les hashtags de mariage et les filtres photos. « Voici mon grand-père », a dit Abby à ses amis. Il est bien intentionné. Il est un peu démodé, mais adorable. Doux. Comme un enfant, ou un animal de compagnie, pas l'homme qu'il a élevé après la mort de ses parents, qui a travaillé 2 fois plus pour acheter sa première voiture, qui n'a jamais manqué un récital de piano. Cette nuit-là, incapable de dormir, je me suis assise et j'ai écrit une lettre. Les mots me sont venus à l'esprit avec difficulté. J'ai déchiré les 5 premiers brouillons avant de me rendre à la vérité, les sacrifices, l'amour, la douleur de me sentir remplacé. J'ai mis la lettre dans une enveloppe, la fermant d'une main tremblante. Bientôt, je le savais, Abby devrait comprendre à quoi ressemblait le véritable amour et ce qu'il coûtait. Les jours précédant le mariage d'Abby passèrent comme un flot au ralenti. Mon téléphone vibrait de ses textos, rappels du dîner de répétition, instructions sur ma tenue, détails d'événements auxquels je semblais à peine invité. Chaque message était plus lointain que le précédent. Il devenait clair, petit à petit, que mon rôle dans son grand jour s'était réduit au strict minimum. Jeudi, elle a appelé pour parler de la fête de fiançailles. C'est au Pacific Social Club, grand-père. Mais ne t'inquiète pas pour venir, la famille de David a une certaine image à préserver. Tu pourrais peut-être simplement éviter celle-ci, d'accord ? Je ne veux pas que tu sois mal à l'aise. Je savais ce que ça signifiait. Je n'étais pas assez élégant pour son nouveau monde. Mon vieux veston sport, propre mais effiloché, n'était pas à la hauteur des costumes sur mesure que portaient ses futurs beaux-parents. Bien sûr, ma belle. Fais ce qui te convient le mieux. J'ai raccroché, les mains tremblantes, les mots coincés dans ma gorge. Vendredi soir, j'étais seul à la maison, le faire-part posé sur la table de la cuisine. L'alliance de Nancy reposait dans ma main. Je repensais à tout ce que nous avions fait pour Abby, les nuits blanches après l'accident de ses parents, les genoux écorchés et les dents perdues, la présence constante que nous avions promis d'être. Maintenant, j'étais un figurant dans sa vie, quelqu'un qu'il fallait gérer, pas aimer. Le samedi s'est levé clair et sans nuages. Je me suis habillé avec soin, vérifiant l'heure sur l'invitation. 13h, église Saint-François, chapelle principale. J'ai repassé ma seule cravate, la même noire que j'avais portée aux funérailles de Nancy, à la remise des diplômes d'Abby, à chaque événement important. Je suis arrivé à 12h50 précise. Le parking de l'église était déjà plein. Les invités se sont précipités vers les portes, discutant et riant. Alors que j'arrivais à l'entrée, une femme en robe bleu marine est passée en hâte. « Nous sommes en retard », a-t-elle crié à son mari. À l'intérieur, la musique de l'orgue et les voix emplissaient l'air non pas un prélude, mais une cérémonie. Mon cœur battait fort. J'ai arrêté un inconnu près de la porte. « À quelle heure a commencé la cérémonie ?» ai-je demandé, la voix tendue. « Midi, je crois. C'est indiqué sur l'invitation. Êtes-vous de la famille ? » Je lui ai montré mon invitation, 13h, imprimée en lettres dorées. La sienne indiquait midi. Nous nous sommes regardés, perplexes. « Oh, dit-il, la sympathie adoucissant son ton. Vous êtes de la famille de la mariée ? » Je croyais que c'était son père, là-haut un homme aux cheveux gris, très digne. Il l'a accompagné jusqu'à l'hôtel. C'était le père de David. Il avait pris ma place. Je restais figé, fixant par l'entrebâillement de la porte le sanctuaire baigné de soleil. Abby était là, radieuse dans sa robe blanche, David à ses côtés, et à ses côtés, l'homme qui avait signé les chèques, rayonnant en la donnant. Ma poitrine se serra. J'ai réalisé avec une froide clarté, Abby et sa nouvelle famille m'avaient envoyé une invitation différente. J'avais été exclu du mariage de ma propre petite-fille. Exclu du moment dont rêvent tous les grands-parents, remplacé par quelqu'un de plus riche, de plus élégant,
de plus prestigieux. Je sortis de l'église en titubant, trouvai un banc public de l'autre côté de la rue et m'assis lourdement, la lettre à Abby me brûlant la poche. Je regardais les autres invités arriver en retard, certains confus, la plupart inconscients de ce qui s'était passé. Je les vis se glisser à l'intérieur, assister aux derniers instants de la cérémonie, prendre place dans son nouveau monde parfait. Je suis restée assise, l'enveloppe sur mes genoux, à la contempler pendant ce qui m'a semblé des heures. À l'intérieur, 4 pages de mon cœur, la vérité sur la vie d'Abby, sur les sacrifices que nous avons faits, sur ce que signifiait être choisi, et pas seulement naître. Les cloches du mariage sonnèrent à la fin de la cérémonie. J'ai vu la foule sortir de l'église, Abby au centre, le bras de David autour d'elle. Je me suis levé, j'ai épousseté mon pantalon et me suis dirigé vers la salle de réception, l'enveloppe serrée à la main. La réception s'est tenue au Solana Beach Resort, tout en vert et en soleil, avec l'océan Pacifique scintillant derrière les fenêtres. Drap blanc, pivoine fraîche, guirlande lumineuse dorée. Je suis entré seul, un visage parmi d'autres dans la foule. La plupart des invités m'ont ignoré. Quelques-uns m'ont reconnu comme étant le grand-père d'Abby et ont acquiescé poliment avant de passer à autre chose. Abby était radieuse, son sourire était large et ses rires résonnaient dans la salle tandis qu'elle saluait les invités. David se tenait à proximité, son père s'entretenant avec l'organisatrice du mariage, sa mère discutant avec des parents éloignés. J'ai croisé le regard d'Abby. Elle m'a regardé, surprise, puis a esquissé un sourire et m'a fait signe de m'approcher. « Grand-père. Tu as réussi, dit-elle d'une voix tendue. Je lui ai tendu l'enveloppe. Un cadeau. Veuillez l'ouvrir en privé. Elle haussa les épaules et le tendit à David. Mets-le avec les autres cadeaux, mon chéri. Non merci. Aucun signe qu'elle se souvenait de l'homme qui l'avait élevé. Juste un geste désinvolte, un détail de plus à gérer pour quelqu'un d'autre. Je me suis fondu dans la foule, silencieusement, dignement, refusant de faire une scène. La musique jouait, les invités dansaient, et je regardais la nouvelle vie de ma petite fille se dérouler sans moi. Mais la lettre attendait, et je savais que bientôt, Abby la lirait. Elle comprendrait enfin à quoi ressemblait un vrai père et une vraie famille. La réception de mariage bourdonnait de rires et de verres qui trinquaient. Je me suis éloigné vers la fin de la célébration, écoutant vaguement les toasts sur les « nouveaux départs » et le « mariage parfait ». La salle était un mélange confus de costumes sur mesure, de robes à paillettes et du doux murmure du privilège. Tout autour de moi, la famille de David accueillait Abby comme la sienne, leur voix emplie d'un charme chaleureux et expérimenté. Un serveur m'a offert du champagne. J'ai pris une coupe, mais mes mains tremblaient. Je me suis installé près de la fenêtre, contemplant le bleu impétueux du Pacifique. Au loin, des enfants jouaient sur le sable, leurs cris atteignant à peine le sanctuaire poli de la salle de bal du complexe. Je me souvenais d'Abby enfant, courant sur cette même plage, sa petite main serrée dans la mienne, et du rire de ma défunte épouse, Nancy, portée par la brise. Maintenant, tandis que je regardais, j'avais l'impression de regarder à travers une vitre une vie que je ne pouvais plus toucher. Soudain, le silence se fit dans la salle. Abby, resplendissante de blanc et d'or, monta sur scène, sa flûte de champagne brandie haut. « Tout le monde, s'il vous plaît » cria-t-elle, sa voix surplombant les murmures. Le photographe s'approcha, prêt à immortaliser ce moment. « Je tiens à vous remercier tous ceux qui ont rendu cette journée possible » commença Abby. « Mais surtout le père de David. Vous m'avez montré ce que signifie avoir un vrai père, quelqu'un qui se soucie vraiment de moi. J'ai toujours rêvé d'avoir un père différent, et aujourd'hui, ce rêve est devenu réalité. » Une vague de froid m'envahit. Dans la salle, des verres flottaient en l'air. Certains invités détournèrent le regard, gênés, d'autres me regardèrent, la pitié évidente. Le père de David s'avança et serra Abby dans ses bras. « Tu es la fille que je n'ai jamais eue, dit-il, assez fort pour que tout le monde l'entende. » Les applaudissements furent hésitants et de courte durée. Je restais là, silencieux, le visage impassible, la dignité héritée de décennies de déception me soutenant. J'avalai mon champagne d'un trait, posai le verre sur une table proche et me dirigeai lentement vers la sortie. Inutile de faire une scène. Aucune colère ne changerait ce qui venait de se passer. Dehors,
le parking scintillait au coucher du soleil. Je m'appuyais contre ma vieille Chevrolet, l'air marin me piquant les yeux. Pendant un long moment, je respirais simplement, laissant la douleur refluer et refluer. Je repensais à la lettre, maintenant cachée parmi tous les coûteux cadeaux de mariage, ou une lettre qui disait à Abby tout ce qu'elle ne voulait jamais entendre. Je suis rentré chez moi, vitre baissée, la brise du soir me caressant le visage. Mon téléphone a sonné à l'autre bout de la ville. C'était Abby, son numéro illuminant mon tableau de bord. Je l'ai laissé sonner. Elle a laissé un message, sa voix claire et rapide. « Grand-père, on ouvre les cadeaux. Certains de ces cadeaux sont magnifiques. Rappelle-moi. » À la maison, j'ai préparé le thé de Nancy et je me suis assise dans son vieux fauteuil, les yeux rivés au plafond. Mon téléphone a sonné à nouveau. « Grand-père, on a trouvé ton enveloppe. Quel genre de cadeau est privé? On l'ouvre maintenant ?» Il y a eu un rire nerveux à la fin, un rire que je connaissais trop bien. Le troisième appel est arrivé alors que je pliais ma seule chemise en bon état, celle que j'avais portée, autrefois, pour l'accompagner à l'hôtel dans mes rêves. Cette fois, la voix d'Abby était tendue. « Grand-père, j'ai lu ta lettre. Ce n'est pas drôle. Tu ne peux pas le penser. Appelle-moi, s'il te plaît. » Au quatrième appel, elle semblait effrayée. « Grand-père, c'est impossible. Il faut que tu m'appelles. Dis-moi que tu plaisantes. » Je n'ai pas répondu. J'ai fini mon thé, posé la tasse sur la table et commencé à emballer les rares affaires importantes, la bague de Nancy, la photo de remise de diplôme d'Abby, mon vieux permis de pêche. La maison semblait plus légère à chaque fois que je rangeais des objets. Toute la nuit, mon téléphone a vibré d'appels. 10, puis 20, puis 30 appels manqués aux tous d'Abby. Chacun plus désespéré que le précédent. Assis dans le noir, j'écoutais ces messages vocaux, la confusion, puis la colère, puis les supplications. « Grand-père, tu ne peux pas me faire ça. Vous êtes de ma famille. Je ne pensais pas ce que j'ai dit. S'il te plaît. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. » Mais la vérité l'avait déjà trouvée. Dans cette lettre, j'avais confié à Abby ce que Nancy et moi n'avions jamais osé dire à voix haute. Elle avait été choisie, adoptée après la mort de ses parents, élevée avec tout l'amour que nous avions à lui donner. Je lui avais parlé des sacrifices, des doubles journées de travail, des nuits solitaires où je m'étais demandé si je pourrais un jour combler le vide laissé dans son cœur. Et je lui ai enfin dit que le véritable amour n'était jamais une question d'argent, de mariage ou d'adresse luxueuse. C'était une question de choix. D'être présent, année après année, même quand ce n'était pas facile. Même quand on ne le voulait pas. À l'aube, j'avais 40 appels manqués. J'ai éteint le téléphone et l'ai posé à côté de la sonnerie de Nancy, prêt pour le prochain chapitre, quel qu'il soit. Quand le lever du soleil a peint les murs du salon en doré, je me suis assis dans le silence et j'ai écouté le monde s'éveiller. C'était la première fois depuis des années que je ne me sentais pas obligé de courir après l'approbation de quelqu'un d'autre. Mon téléphone était toujours éteint, posé sur la table avec l'alliance de Nancy. Pour une fois, la maison ne semblait pas vide, elle semblait paisible. J'ai regardé les vieilles photos sur la cheminée. Abby, édentée et souriante sur son premier portrait d'écolière. Nancy, riant en tenant un gâteau d'anniversaire. Notre petite famille, construite à partir des débris laissés par la tragédie, soudée par l'amour et un espoir tenace. J'ai réalisé que j'avais passé des années à me demander si je suffisais à Abby, assez d'argent, assez de soutien, assez d'amour. Peut-être que, tout ce temps, j'avais été plus que ce qu'elle ne pouvait jamais imaginer. Faire mes valises fut plus facile que prévu. Je n'ai pris que le nécessaire, des bottes de travail, quelques chemises, mon chapeau de pêcheur et une boîte à chaussures remplie de lettres de Nancy. J'ai laissé le reste. La vieille maison serait bientôt la responsabilité de quelqu'un d'autre, une jeune famille, peut-être, ou un couple de retraités cherchant un endroit tranquille pour cultiver des tomates. À midi, j'étais prêt. J'ai chargé mes bagages dans la Chevrolet et j'ai jeté un dernier coup d'œil à la cuisine, la lumière du soleil se reflétant sur la table en formica abîmée, le réfrigérateur recouvert d'aimants décolorés, la porte où je mesurais la taille d'Abby chaque année. Mon cœur se serrait, mais pas de regret. Juste une acceptation silencieuse. J'ai rallumé mon téléphone,
me préparant à l'assaut. Aussitôt, il a vibré, des dizaines de nouveaux messages vocaux et de messages. La voix d'Abby, affolée et larmoyante, a rempli ma boîte mail. Grand-père, s'il te plaît. Je suis vraiment désolé. Rappelle-moi. Tu ne comprends pas, je ne voulais rien dire de tout ça. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Pourquoi m'as-tu laissé y croire toutes ces années? Puis, la colère, comment as-tu pu m'humilier ainsi? Tout le monde se pose des questions. La famille de David est furieuse. Et enfin, une supplication plus douce, grand-père, j'ai besoin de toi. S'il te plaît, parle-moi. Je ferai tout ce que je peux. Chaque message était un chapitre de son effondrement, et pour la première fois, je ne me sentais pas coupable de ne pas avoir répondu. Je lui devais la vérité, pas mon silence ni ma souffrance. Je me devais la paix. J'ai roulé vers le sud, longeant des champs de fraises et d'artichauts, l'océan scintillant à ma droite. J'ai pensé à Nancy, à son amour des voyages en voiture, à sa façon de passer la main par la fenêtre et de laisser le vent caresser ses doigts. Je l'imaginais à mes côtés, fredonnant de vieilles chansons country, me rappelant que parfois, la seule façon de guérir est de laisser la blessure derrière soi. En fin d'après-midi, j'atteignis une petite ville appelée Willow Springs. Il n'y avait pas grand-chose, un restaurant, une quincaillerie, une fresque défraîchie représentant un ours sur le château d'eau. Mais ça me semblait honnête, et honnête était suffisant. Je m'installai dans un motel, payé comptant pour une semaine, et portai mes bagages à l'intérieur. Ce premier soir, j'étais assis devant ma chambre tandis que le soleil disparaissait derrière les collines. L'air sentait le pin et la fumée de bois au loin. De l'autre côté du parking, un petit garçon poursuivait son chien en riant. Le gérant du motel, un homme nerveux au sourire bienveillant, m'a offert un café et une part de tarte aux pêches. Nous avons parlé de pêche, de la météo, de la façon dont les grandes villes font oublier l'essentiel. Pour la première fois depuis des décennies, personne n'avait besoin de moi pour performer, m'excuser ou concourir. J'étais juste un homme avec une histoire et un passé, rien de plus, rien de moins. Le lendemain matin, je suis entré au Willow Springs dîner et j'ai trouvé une banquette près de la fenêtre. La serveuse, Ruth, m'a servi mon café et m'a demandé si j'étais de passage ou si je comptais rester un peu. Je ne sais pas encore, ai-je répondu, et elle a simplement hoché la tête, comme si elle avait compris. En mangeant, je pensais à la vie que j'avais laissée derrière moi. La voix d'Abby me hantait, mais d'une manière nouvelle. Je réalisais qu'elle devrait assumer les conséquences de ses choix, son orgueil, ses paroles blessantes, son besoin d'approbation des étrangers. Pour une fois, je ne pouvais rien arranger. Elle devrait trouver sa propre voie. Après le petit déjeuner, j'ai flâné sur Main Street, passant devant la bibliothèque municipale et la petite église blanche au coin. Partout, les gens saluaient et saluaient. Il n'y avait aucun jugement dans leur regard, juste de la curiosité et de l'accueil. J'ai trouvé un banc sous un érable et je me suis assis à l'ombre tachetée, respirant profondément et me laissant envahir par le silence paisible. Je ne savais pas ce que l'avenir me réservait. Peut-être resterais-je à Willow Springs, peut-être partirais-je. Mais je savais que, où que j'arrive, je vivrais pour moi-même, sans poursuivre les rêves impossibles d'autrui. Cette nuit-là, alors que je regardais les étoiles apparaître au-dessus des collines, je me suis enfin laissé espérer quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, la liberté. Dès mon 3e jour à Willow Springs, une nouvelle routine s'était installée à un rythme aussi régulier que la marée que j'avais laissée derrière moi. Chaque matin, je marchais dans la rue principale endormi, saluant mes voisins et échangeant quelques mots amicaux avec Ruth au restaurant. J'achetais un journal à l'épicerie, le lisais lentement avec mon café, puis je descendais flâner au parc municipal pour observer le monde. Pour la première fois depuis des décennies, j'ai trouvé la paix en ne faisant rien du tout. De temps en temps, je consultais mon téléphone où les vieilles habitudes ont la vie dure. Les appels manqués et les messages d'Abby avaient cessé d'affluer, mais quelques nouveaux m'attendaient, plus discrets maintenant. Elle était encore en train de digérer la vérité que je lui avais confiée, aux prises avec des sentiments qu'elle ne s'était jamais permis d'éprouver auparavant. Un message vocal, laissé tard le soir, se démarquait des autres. Grand-père, je ne sais pas quoi dire. Je suis en colère, mais surtout, je suis perdu. Toute ma vie, j'ai cru comprendre où était ma place.
Toi et Nana avez tout abandonné pour moi et je ne l'ai jamais compris. Je suis désolé. Je ne sais pas si tu reviendras un jour. J'aimerais pouvoir retirer ce que j'ai dit. S'il te plaît, appelle-moi quand tu seras prête. Ces paroles ont résonné dans ma poitrine pendant longtemps. Je passais mes journées à explorer les environs de Willow Springs. J'aidais un vieux de la vieille, Ed, à réparer le toit de son abri de jardin. Je rejoignais un groupe de retraités pour une partie de cartes à l'arrière de la quincaillerie. Ce travail lent et honnête de la vie comblait en moi le vide qui me faisait si longtemps souffrir. Parfois, le soir, je passais devant l'église, portes ouvertes, et un léger chant se répandait sur la pelouse. Nancy aurait aimé être ici, me disais-je. Elle avait toujours cru qu'on pouvait trouver du bien partout, pourvu qu'on s'attarde un peu. J'ai commencé à me retrouver à nouveau, non pas en tant que grand-père d'Abby, non pas en tant qu'homme qui n'était jamais à la hauteur des rêves des autres, mais en tant que Parker, l'homme qui avait survécu plus que la plupart, qui avait construit une vie faite de pertes, d'amour et de choix difficiles. Une semaine passa. Puis une autre. Je commençais à me dire que Willow Springs pourrait peut-être être mon chez-moi pour un temps. J'ai accepté un petit boulot au garage du coin en rien de spécial, juste des vidanges, des réparations de freins, des échanges avec les clients. Le travail était honnête, le salaire modeste, mais cela me redonnait le sentiment d'être utile. Pendant mes jours de congé, je m'asseyais au bord de la rivière qui coulait juste à l'extérieur de la ville, une canne à pêche à la main, la bague de Nancy accrochée à un cordon autour du cou. L'eau scintillait au soleil de l'après-midi, et je me souvenais de ces années où Abby était petite, où chaque jour était une aventure, où l'amour était simple et la gratitude suffisait. Pourtant, une part de moi s'interrogeait à son sujet. Avait-elle appris quelque chose de la lettre que je lui avais laissée? Était-elle en colère, honteuse ou simplement triste? Lui manquait-elle vraiment? Chaque soir, tandis que je regardais le ciel passer du rose au bleu profond, j'essayais de lui adresser un pardon silencieux, espérant qu'elle le ressentirait, qu'elle trouverait par elle-même le chemin de la paix. Puis, un vendredi après-midi, alors que je terminais la mise au point d'une vieille Ford, mon téléphone a vibré, un nouveau message m'a été envoyé. C'était d'Abby, mais cette fois, sa voix était plus basse, plus adulte. Grand-père, je sais que tu as besoin d'espace. Je ne te demande pas de revenir, sauf si tu le souhaites. Je voulais juste te remercier. Pour tout. De m'avoir dit la vérité, de m'avoir élevé, de m'avoir aimé. J'ai eu tort au mariage. J'étais égoïste et aveugle. Je le vois maintenant. J'espère que, où que tu sois, tu es heureux. J'espère que tu es libre. Je t'aime. Je restais là, dans le garage, les mains graisseuses, le cœur battant, à l'écouter sans cesse. Des larmes coulaient sur mon visage non pas de chagrin, mais de soulagement. Le poids que je portais depuis des années, le fardeau de ne pas être à la hauteur, s'était enfin allégé. Cette nuit-là, tandis que je regardais la lune se lever sur Willow Springs, je repensais au chemin parcouru. Aux déceptions, aux chagrins, aux sacrifices qui avaient failli me briser. Je repensais à la sagesse discrète de Nancy, à sa douce foi que l'amour comptait toujours, même lorsqu'il était sous-estimé. Et j'ai finalement compris que le pardon n'était pas seulement quelque chose que je devais à Abby. C'était quelque chose que je me devais à moi-même. Demain, j'ai décidé que je la rappellerais. Le soleil se leva, doux et doré, sur Willow Springs, sa lumière se déversant par la fenêtre de mon motel. Assis au bord du lit, téléphone à la main, j'observais un instant la poussière danser dans l'air et ressentis un calme que je n'avais pas connu depuis des années. Plus besoin d'attendre l'approbation de quelqu'un d'autre. Plus besoin de m'excuser pour ce que je pouvais ou ne pouvais pas donner. Aujourd'hui, j'étais simplement moi-même. J'ai fait défiler la liste jusqu'au numéro d'Abby. Mon doigt est resté immobile, le cœur battant, puis j'ai appuyé sur « Appeler ». La ligne a sonné 2 fois avant que sa voix, tremblante mais pleine d'espoir, ne se fasse entendre. « Grand-père ? » ?»« Salut, mon petit. » Ma voix était rauque, mais ferme. « J'ai eu ton message. » Il y eut un silence. Je l'entendis prendre une inspiration tremblante. « Je suis si contente que tu aies appelé. J'ai repensé à ce que tu as écrit, à ce que j'ai dit. Je suis désolé pour tout ça. Je n'ai jamais voulu te blesser.
Je me suis juste laissé emporter par ce que je croyais important. Je sais, dis-je doucement. Je me suis laissé prendre au piège aussi, essayant de m'assurer que tu ne ressentes jamais la même perte que moi. Peut-être ai-je trop donné, peut-être t'ai-je protégé de trop de dures vérités. Mais tout ce que j'ai toujours voulu, c'était ton bonheur. Abby renifla. Je suis heureuse, grand-père. Ou, je veux apprendre à l'être. Mais je te veux dans ma vie, si tu veux de moi. Je me suis adossé à mon siège, contemplant la rosée sur l'herbe, ce monde si rempli de secondes chances. C'est tout ce que j'ai toujours voulu. Il faut juste que tu comprennes, l'amour ne se mesure pas en dollars, ni en mariage, ni en grands gestes. Il se mesure dans toutes les petites choses, toutes ces années partagées. Il y eut un silence apaisant. Veux-tu venir me voir demanda finalement Abby, timide, presque comme la petite fille qu'elle était. Pas tout de suite, répondis-je doucement. J'ai besoin d'un peu plus de temps ici. J'apprends à vivre pour moi-même pour la première fois depuis longtemps. Mais je t'appellerai. Et quand nous serons prêts, je viendrai te voir. J'aimerais bien, dit Abby, la voix plus claire. Et grand-père ? Je t'aime. Merci pour tout. Même de m'avoir dit la vérité, même quand ça faisait mal. Je t'aime aussi, mon petit, ai-je répondu, et je le pensais avec tout l'amour têtu et malmené que j'avais accumulé au cours de ma vie. Après avoir raccroché, je n'éprouvais ni regret, ni douleur, ni désir, juste la paix. Je sortis dans le matin, l'air pur et pur. Willow Springs s'éveillait, Ruth, au restaurant, me faisait signe, Ed m'appelait de l'autre côté de la rue, la petite cloche de l'église sonnait au loin. Mon histoire n'était pas terminée. Peut-être trouverais-je une raison de rester ici encore un peu. Peut-être qu'un jour, Abby et moi nous retrouverions ensemble, deux personnes qui auraient enfin appris la plus dure leçon, être une famille, c'est se choisir, encore et encore, malgré les erreurs, malgré le passé. J'ai arrangé ma chambre, préparé mon petit sac et me suis promené jusqu'au bord de la rivière, lançant une ligne dans le courant paisible. Le soleil me réchauffait le visage. J'ai pensé à Nancy, à la façon dont elle rirait de mon chapeau de pêcheur, à la façon dont elle me serrait la main en disant « Tu as bien fait, mon vieux. Tu as fait de ton mieux. » Et pour la première fois depuis des années, je l'ai cru. Laissons le passé être le passé. L'avenir était ouvert, un bout de route, un ciel, des secondes chances et le pardon. Je ne savais pas où j'allais, mais je n'avais pas peur. J'avais tout donné. J'avais retrouvé ma valeur. Quelque part, non loin d'ici, ma petite fille apprenait ses propres leçons sur l'amour, la famille et le pardon. J'espérais qu'elle irait bien. J'espérais qu'elle se souviendrait de l'homme qu'il avait choisi, non pas pour la perfection de son mariage, mais pour la constance de son cœur. Alors que la rivière scintillait et que la brise apportait la douce odeur de pin, je souriais en lançant ma ligne et laissais l'espoir me guider vers l'avant.